Maintenant, aujourd'hui, on est le 20 mars, qui est la Journée internationale du bonheur. Et on a cette action, cette interview pour interpeller le bonheur en lien avec l'éducation sexuelle des enfants en bas âge. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors, est-ce que par rapport à tout ce qui s'est passé au niveau de l'éducation sexuelle des enfants dans le monde et surtout en Europe, euh, pourquoi parler d'éducation à la sexualité en cette journée internationale du bonheur? Excellente question et importante et même fondamentale. En fait, ce qu'on constate aussi, qui n'est pas récent et nouveau, c'est que la sexualité est un domaine qui est fondamental. Enfin, c'est pas la sexualité, c'est l'épanouissement et l'équilibre dans sa propre vie sexuelle en tant qu'adulte et absolument fondamental pour l'équilibre en fait d'un être humain. C'est-à-dire un être humain qui serait en difficulté ou en conflit ou en souffrance dans ce domaine-là, souvent ça crée des souffrances qui sont beaucoup plus globales. Et donc, dans cette idée-là, pour qu'un individu puisse, quand il est en âge de choisir sa sexualité, en tant que jeune adulte ou adulte, puisse être épanoui et véritablement faire ses propres choix, ça nécessite qu'il y ait une véritable éducation digne de ce nom sur le sujet de la sexualité. Et autour de la sexualité se greffe aussi tout ce qui est de l'ordre de ce qu'on appelle la vie affective, la vie amoureuse. Toutes ces questions qu'en général, on est tous amenés à un moment donné à se poser, sur lesquelles souvent on n'a pas ou peu de repères quand on est dans notre vie d'adulte. Si on avait un accompagnement dès le plus jeune âge, adapté à l'âge, avec une pédagogie, des mots, une approche qui permet à l'enfant de comprendre ce que c'est, ça préviendrait énormément de difficultés ensuite. Donc, l'accompagnement et l'éducation à la sexualité est fondamental et c'est une clé pour l'épanouissement et le bonheur de l'être humain. D'où le lien en fait entre cette journée du bonheur, cette journée internationale du bonheur, décrétée par les Nations Unies, et puis l'éducation à la sexualité. Et moi, je suis personnellement convaincue que tout être humain qui est épanoui dans sa vie sexuelle est heureux. Voilà, c'est une conviction personnelle et donc c'est important. En tout cas, moi, ça me tient à cœur d'aider au mieux sur ces sujets-là. Mhm. Parfait. Merci Clémence. J'avais aussi une autre question. C'est que je vois que ce rapport, en fait, il a été modifié sous la pression de groupes religieux. Alors, quand on sait que, quand on dit c'est des groupes religieux, il y a des parents derrière, comment cette éducation à la sexualité associée au bonheur peut être mise en œuvre si derrière il y a ce groupe de religieux qui ont fait modifier ce texte et qui apparemment sont un peu contre l'enseignement de la sexualité aux enfants à bas âge? Là, c'est tout comme souvent quand il y a comment dire, des divergences d'opinion, ce qui est fondamental. Enfin, je veux dire qu'on ait le droit d'exprimer son opinion, qu'il y ait des personnes qui ne soient pas en accord avec cette idée-là, c'est un droit et elles ont le droit de ne pas être en accord. Qu'on fasse pression pour influencer sur un rapport qui est un rapport scientifique et que surtout l'institution qu'est l'UNESCO accepte de céder à ces pressions de lobby donc catholiques américains en 2009, ça c'est problématique. C'est-à-dire qu'il y a toujours une différence entre ce qui est de l'ordre de l'opinion et ensuite ce qui est de l'ordre ou de la perception dans laquelle on a tous le droit d'être différents. Et puis après, ce qui est de l'ordre de la dimension scientifique qui évolue. Le principe de la recherche scientifique, c'est qu'on découvre des nouvelles choses en permanence, c'est qu'on se questionne, c'est qu'on s'interroge, c'est qu'on explore. Mais il y a une rigueur et une méthodologie qui est appliquée à la recherche et qui est importante de respecter et de ne pas trahir. Et dans ce rapport, l'UNESCO, en fait, s'est trahi lui-même en autocensurant
ce rapport-là suite à ces pressions-là. Donc, quand on constate qu'il y a quelque chose qui ne nous semble pas juste, ce qui, moi, est mon avis par rapport à cette situation-là, eh ben, on va élever des voix pour contrebalancer et le dénoncer. Et donc, ça fait partie des actions de cette campagne sur l'éducation à la sexualité que l'on mène depuis 2009, que ce rapport un jour soit corrigé, parce que ce n'est toujours pas le cas. Donc ça montre aussi et ça démontre la puissance des lobbies religieux, ça démontre aussi l'importance petit à petit, par le biais de la libération de la parole, par le biais de la mise en place d'une éducation, de se libérer aussi des tabous et de la culpabilité qu'il peut y avoir dans un certain nombre d'enseignements religieux, notamment, et dans les religions monothéistes, et particulièrement par le catholicisme, qui en fait maintient dans un carcan l'être humain dans la relation qu'il peut avoir avec son propre corps. Sauf que l'être humain, il est fait tous un cerveau et un corps, et c'est un tout. On n'est qu'un. Et dans le domaine de la sexualité, le corps est fondamental et central. Et si on déconnecte le corps et la tête, ça va créer forcément des difficultés et des souffrances. Et donc, l'objectif aussi de cette action, c'est de faire passer ce message-là, de soutenir tout ce qu'il y a d'excellent et de très positif dans ce rapport qui a été développé, diffusé par l'UNESCO et qui a été repris notamment par l'Organisation mondiale de la santé. Et puis de comprendre qu'il y a des choses extrêmement simples qui peuvent se mettre en place et qui permettent d'avoir vraiment une éducation qui va aider chaque individu à se développer et à créer ce lien à son propre corps dès la petite enfance, plutôt que de diviser les deux. Quelqu'un d'heureux, c'est quelqu'un qui est entier. Hein. Si on est divisé en petits morceaux, la tête d'un côté, le corps de l'autre, c'est compliqué. On est déchiré d'une certaine façon. Hein. C'est une image, mais c'est l'idée. Effectivement, ça me parle beaucoup, hein, parce que moi, mon expérience personnelle, quand j'ai eu mes premières menstrues, en fait, ma mère, elle est venue vers moi un soir et puis elle m'a dit, ben, ma fille, maintenant tu es devenue une femme. Alors fais attention quand tu vas vers les garçons, quand tu t'approches des garçons. Ça, c'était mon éducation sexuelle. Jamais ma mère ne m'a parlé de comment avoir du plaisir, mais juste me dit, fais attention quand tu vas avec les garçons. Mais je n'ai rien compris. Donc, je ne savais pas de quoi est-ce qu'elle parlait. Donc, la question suivante, c'est comment faire pour aborder ce sujet dès le plus jeune âge? Je dis souvent que la première chose qui est importante à faire, c'est déjà d'utiliser les bons mots. C'est-à-dire souvent dès la petite enfance, mais avant même que l'enfant sache parler, ou quand il commence lui-même à exprimer ses premiers mots, on va utiliser des mots qui ne sont pas les vrais pour parler des zones intimes et des parties génitales. Donc déjà, commencer à mettre des mots qui sont les vrais sur ces parties du corps, c'est une première étape, et c'est la première étape nécessaire dans l'éducation sur des jeunes âges, dès la petite enfance. Quand on apprend à un enfant les différentes parties du corps de son visage, on lui dit, tu as une bouche, tu as un nez, tu as des yeux, tu as des sourcils. Quand on lui apprend les noms des différents doigts de la main, ben, on les nomme en tant que tels. Puis par contre, quand on parle des parties intimes et de notre corps, on met des mots qui ne sont pas les vrais. En français, je pense que chaque pays culturellement a ses petits mots, mais en France, on dit zézette, zizi. Voilà, il y a des petits mots comme ça qu'on n'utilise plus adulte. Enfin, je veux dire, à un moment donné, donc là, ça passe déjà par cette étape-là, c'est-à-dire quand on apprend les parties du corps à un enfant, c'est mettre les mots vulve, mettre le mot clitoris, mettre le mot vagin, mettre le mot pénis, gland, testicule, etc., etc., pour que déjà, il n'y ait pas une forme de tabou ou de différence
qui soit marquée par rapport à cette zone-là, comme si c'était une espèce de nébuleuse bizarre sur laquelle on met des mots qui ne sont pas finalement ceux que l'on utilise ensuite dans des âges adultes. Pour les adultes qui assument de mettre ces mots-là aussi, parce que même en tant qu'adulte, parfois on a du mal à les mettre, ces mots-là. Ça, c'est tout le travail souvent de rééducation des parents aussi qui doit se faire par rapport à ça. Mais ça, c'est une chose. Et puis, ça peut se faire de façon extrêmement ludique. C'est-à-dire qu'on a des chansons qui nous permettent d'apprendre les parties du corps en anglais. Moi, je pense toujours à ça, à la chanson Shoulder, knees and toes, knees and toes. En anglais, en français, on a des comptines qui nous permettent d'apprendre les parties du corps. Eh bien, on pourrait très bien, s'il y a des personnes qui sont des artistes ou des créateurs là qui nous écoutent, pourraient inventer des comptines qui permettraient à l'enfant en fait, d'apprendre les différentes parties du corps, la vulve, le clitoris, les testicules, le pénis, puis d'apprendre le nom aussi des parties du corps de l'autre genre. Pour que ça ne soit pas non plus stigmatisé ou quelque chose qui soit différent. Donc ça, c'est une invitation aux personnes qui nous écoutent. S'il y a quelqu'un qui est créatif et qui a envie d'inventer comme ça une comptine, c'est super. Une autre chose que moi j'ai fait aussi avec ma fille, je suis maman d'une adolescente de 14 ans, quand elle était petite, il y a certains livres qui existent qui sont très bien, qui sont adaptés en fait aux différents âges. Et moi, j'avais trouvé à l'époque des livres qui commençaient dès la naissance, donc de 0 à 3 ans. Et au fur et à mesure, en fait, de sa croissance, j'ai laissé à chaque fois des bouquins traîner quelque part dans la maison, parce que je savais qu'elle allait tomber dessus et puis qu'elle allait les feuilleter. Voilà, même si elle ne sait pas lire, c'est pas grave. Elle va regarder, elle va avoir des images. Ce sont des livres qui sont adaptés, bien évidemment, à l'âge de l'enfant et qui sont généralement extrêmement bien faits. Donc ça, c'est quelque chose aussi en tant que parent qu'on peut avoir, qui sont des outils très précieux, qui existent et qu'on peut laisser, voilà, au même titre qu'on laisserait traîner un petit livre sur, en France, on a Tchoupi, on a Babar, on a Barba Papa, et ben on peut laisser dans la bibliothèque accessible un livre sur ces questions-là. Et quand on ouvre ces portes-là avec nos enfants en tant que parents, en fait, il va venir naturellement, quand il en a besoin, venir poser des questions à son rythme, parce que chaque enfant peut avoir un rythme extrêmement différent. Et en tant que parent, c'est important aussi qu'on respecte le rythme de nos enfants. Mais ensuite, ça ouvre des portes, c'est-à-dire que l'enfant sait qu'il peut se permettre de venir poser des questions ou discuter avec un des parents ou son éducateur ou son tuteur, s'il est éduqué dans d'autres contextes que la vie parentale. Et il va être ouvert et il va venir poser des questions. Moi, j'ai un souvenir que j'ai trouvé tellement touchant et tellement drôle. Ma fille aimait beaucoup les dessins animés. À un moment donné, elle avait 4-5 ans. Elle aimait beaucoup les dessins animés. Il y avait un petit dessin animé de son âge avec des dinosaures, où on apprenait à nommer les différents dinosaures. Et puis un jour, elle est arrivée, elle m'a dit « Maman, en fait, comment ça s'appelle cette partie-là qu'on a chez les filles, le clitoractor ?» Elle a fait le lien et j'ai trouvé ça génial. J'ai dit « Mais c'est super » parce que déjà, elle se souvient de la notion de clito et puis elle a fait des liens avec son imaginaire et puis sa réalité d'enfant à cet âge-là. Et puis après, je lui ai dit, bah, c'est le clitoris. Et du coup, ah oui, ok, d'accord. Bon, pop, 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 puis elle repart. Et du coup, l'enfant, en fait, il découvre et il apprend en toute simplicité, sans culpabilité, ces parties du corps. Et en tant que parent, on est juste là pour répondre à des questions. Et ça laisse une ouverture. Et rien que ça, déjà, ça laisse une possibilité exceptionnelle à aller vers l'épanouissement ensuite. Merci. En fait, dans ta réponse, je vois qu'il y a une part de responsabilité des parents qui eux-mêmes doivent s'éduquer pour pouvoir aider aussi leur enfant. Et puis, il y a la part des éducateurs à l'école. Alors, quel équilibre trouver en tant qu'éducateur pour respecter l'intimité de l'enfant
enfant, ado, en parlant de la Bah, sexualité. ouais, c'est toujours. Alors, ta question, c'est que les éducateurs, dans le sens plus des parents ou des personnes qui élèvent l'enfant, ou c'est les éducateurs plutôt dans le milieu institutionnel comme l'école? Alors, dans ta réponse, je sais qu'il y a une part de responsabilité des parents. Mm. Ça, c'était bien défini, bien clair, comme quoi quelqu'un qui ne reçoit pas une bonne éducation ne peut pas transmettre une bonne éducation. Quelqu'un qui a des tabous va aussi transmettre ces tabous. Alors, donc, pour un parent qui sait qu'il doit se remettre en cause par rapport à ça, fait déjà un bon cheminement pour apprendre comment aborder ce sujet avec l'enfant. Mm. Ça, c'est la responsabilité des parents. Après, il y a celui des éducateurs qui, eux, doivent en parler parce que c'est leur métier et ça y est dans leur programme. Alors, comment trouver en tant qu'éducateur la bonne façon pour respecter l'enfant dans son intimité en parlant de la sexualité? Ah, il y a différents âges. Après, ce qui est intéressant aussi aujourd'hui, c'est que ce rapport de l'UNESCO, moi j'invite les personnes et les parents aussi souvent à le lire. Parce qu'il y a toute une partie en fait où il y a une description d'un programme avec différents thèmes, différentes approches en fonction des âges de l'enfant. Parce qu'on va de l'enfant à 0, le rapport commence à 5 ans, je crois, de mémoire, de la petite enfance jusqu'à 17, 18 ans. Donc, autant dire que l'approche n'est pas la même et que le type d'échange qu'on va avoir ne va pas forcément être le même. Je dis souvent donc aux parents, lisez ce rapport-là. Et sur toutes les personnes qui sont amenées aussi à être au contact d'enfants, d'adolescents, que ce soit des enseignants, que ce soit des éducateurs, que ce soit... je pense que les pays ont différentes structures éducatives, donc je vais parler de celles que je connais qui sont plus celles de la France, mais on a des personnes qui sont ce qu'on appelle des AE, des surveillants, par exemple, auprès des ados, qui ont un contact souvent proche avec les adolescents et qui peuvent être même parfois des confidents quand certains peuvent vivre des difficultés ou ont des questionnements sur ces sujets-là. Déjà, le premier truc, c'est prenez le temps de lire déjà ça et prenez le temps, vous, de vous informer et de vous former. Il y a aussi de plus en plus de parcours aussi universitaires. En France, il y a quelques diplômes universitaires qui permettent aux personnes de ces domaines-là, à des professionnels, de se former. Il y a parfois des professionnels aussi, comme certains sexologues, par exemple, ou des personnes qui travaillent dans le milieu de l'éducation à la sexualité, qui proposent des ateliers pour les parents. Donc, je dis, c'est des démarches qui peuvent être intéressantes, c'est-à-dire que c'est difficile de transmettre sans avoir soi-même à un moment donné une démarche où on s'informe et on se forme. On se remet parfois aussi en question par rapport à notre propre histoire, nos propres vécus, nos propres freins. Mais à mon avis, c'est une première étape qui est nécessaire justement pour être au plus juste dans l'éducation qu'on va transmettre ensuite. Et puis après, une fois qu'on a fait cette étape-là, moi je trouve qu'il est toujours important de trouver cet équilibre entre ouvrir des espaces et faire savoir à l'enfant ou à l'adolescent qu'il y a une possibilité de liberté de parole sans jugement et avec de la bienveillance. Il y a parfois des opportunités dans le contact pour lui dire, écoute, si un jour tu as besoin de parler de ça, je suis là. Et sache qu'il n'y a aucun jugement et que je t'écouterai. Parce qu'il y a des sujets parfois qui peuvent être difficiles. Et puis même parfois, d'être dans ce non-jugement, c'est un travail en tant qu'adulte d'apprendre à être dans le non-jugement et la bienveillance aussi par rapport aux enfants et aux adolescents. Sinon, ils ne seront pas libres de s'exprimer. Donc ça, pour moi, c'est une qualité fondamentale des éducateurs, quels qu'ils soient. Et puis ensuite, quand on est amené à être dans une intimité, à partager une forme d'intimité, c'est-à-dire une vie commune, par exemple, avec l'enfant ou l'adolescent, je pense parfois il y a des adolescents qui sont au foyer ou des enfants
qui sont en internat. Enfin, voilà, il peut y avoir une vie aussi collective qui ne sont pas forcément dans leur environnement familial. Là aussi, on peut leur apprendre l'intimité en respectant la leur. En fait, c'est toujours, pour moi, ça passe par les adultes en étant dans l'exemple de ce que l'on souhaite aussi finalement pour nous-mêmes en tant qu'adultes. Je dis souvent aux parents, frappez à la porte avant d'entrer dans la chambre de votre enfant, quel que soit son âge. À partir du moment où il est en mesure de s'exprimer, euh, frappez à la porte et attendez. Attendez, alors parfois les tout petits sont tellement dans leur imaginaire, ils sont en train de jouer qu'ils n'entendent même pas ce qui se passe, mais faites-le parce que ça marque le coup, même si vous rentrez tout délicatement ensuite et que vous prévenez que vous êtes là, ça marque le coup. Pareil au niveau du bain, quand les éducateurs font prendre le bain, quand l'enfant est jeune, on leur dit c'est important d'aider l'enfant à être le plus tôt possible autonome en fait, parce que ça permet aussi d'apprendre que son corps lui appartient et que personne n'est autorisé à le toucher sans qu'il donne l'accord. Ça prévient les violences sexuelles. Ça prévient le fait qu'un enfant, quand il est face à un adulte, il ne saura pas forcément dire non. Et un adolescent aussi, hein. Et même parfois les jeunes adultes ont du mal à dire non. C'est un apprentissage que de savoir poser ses limites et mettre les limites par rapport à son propre corps. Et tout ça, c'est des choses qui s'apprennent. Pareil, quand on est un éducateur en milieu scolaire, il y a une façon d'aborder les choses qui permet de respecter l'intimité aussi des adolescents. Ne pas prendre un exemple privé en public, ne pas... Parce que parfois, il peut y avoir une façon d'aborder les choses qui peuvent être vécues comme stigmatisantes, voire humiliantes. Donc, la discrétion, l'anonymat, aborder les choses de façon plus générale, comme ça permet de ne pas cibler, surtout quand on est en groupe. Après, si quelqu'un apporte son témoignage personnel, c'est à l'éducateur ou à l'enseignant de faire respecter ce témoignage et qu'il n'y ait pas de jugement et qu'il y ait de la bienveillance dans le groupe. Mais ce n'est pas à lui de montrer en exemple quelqu'un par rapport à une situation. Je le dis parce que dans le cadre de mon métier, il m'est arrivé d'entendre des situations comme celle-ci. C'est-à-dire qu'il y a eu, par exemple, des situations de harcèlement en collège ou en lycée. Et puis la façon dont la problématique a été traitée était questionnante et questionnable, parce qu'elle a pu mettre certains adolescents concernés dans des situations qui pouvaient être stigmatisantes ou dans des postures où ils étaient jugés. Toujours délicat et à manier avec des pincettes. Voilà. Je sais pas si ça répond à la question que tu avais. Oui, parfaitement. Merci beaucoup, beaucoup. Alors, donc, je me dis que dans chaque pays, ça doit être différent. Par exemple, ici en Suisse, ce que je sais, l'information que j'ai eue par rapport à l'enseignement de la sexualité aux enfants, d'abord, c'est une institution qui est en dehors du programme scolaire normal, qui intervient et qui vient et qui explique. Il y a un programme spécifique qui est organisé et c'est quelques heures par année. C'est pas beaucoup. Mais par contre, cette institution-là se base sur le rapport originel de l'UNESCO où il y a quand même les étapes où on enseigne les bienfaits de la masturbation et tout. Mais dans la pratique, sur le terrain, quand moi, mon fils, je lui pose la question comment ça a été et qui m'explique, on évoque la masturbation, mais on survole. C'est pas assez approfondi et on passe à autre chose. En France, c'est comment? En France, on est fort en théorie, objectivement, pour te donner un exemple, au niveau des cours d'éducation à la sexualité qu'il peut y avoir en milieu scolaire. Il y a une loi qui a été votée en 2001, donc 21 ans maintenant. Donc même avant même ce rapport de l'UNESCO, avant même les orientations qui ont été données par l'Organisation mondiale de la santé en 2010,
En 2001, donc on pourrait avoir la représentation que la France va être un pays qui est précurseur en termes d'éducation à la sexualité en milieu scolaire. Cette loi, elle dit qu'il y a 3 séances d'éducation à la sexualité qui doivent être mises en place par an, par niveau scolaire. Donc en gros, à chaque âge de l'enfant, de mémoire, c'est à partir de 6 ans, ce qu'on appelle le CP ici, devrait avoir 3 séances d'éducation à la sexualité jusqu'à ses 17-18 ans. Ce qui est déjà, ça ne fait pas tout. À mon avis, il en faudrait au moins une par semaine pour bien faire le travail. Mais c'est déjà mieux que rien. Ben, la réalité, c'est qu'il n'y a quasiment rien. C'est-à-dire qu'il y a plein d'établissements dans lesquels il n'y a rien qui se fait. Et puis, ce qu'il y a vraiment à peu près qui se met en place, souvent, c'est une séance, éventuellement 2, sur l'année des 13 ans, ce qu'on appelle la 4e, le collège, et puis l'année des 14 ans, 14-15 ans, où ils sont en 3e. Mais c'est rien, quoi. C'est peanuts. Donc, ça veut dire déjà que la loi n'est pas appliquée concrètement dans la pratique. Et puis ensuite, le contenu, c'est encore autre chose. Alors, il peut y avoir des endroits où il y a des intervenants et des initiatives qui sont extrêmement positives, mais c'est très localisé et puis de façon institutionnelle, il y a rien qui se fait, quoi. Et puis ce qui se fait, quand ça se fait, moi par exemple, ma fille a eu un cours d'éducation à la sexualité là, qui a 14 ans il y a quelques semaines, mais elle m'a dit que c'était nul, quoi, et que c'était complètement décalé en fait par rapport à la réalité de leurs âges, par rapport à ce qu'ils savent déjà, parce qu'ils ont accès à tellement d'informations sur les générations d'aujourd'hui, à des images pornographiques des 9-10 ans, via les copains, les copines, les grands frères, les grandes sœurs. C'est la réalité actuelle. Donc du coup, on est complètement à côté de la plaque et décalé par rapport à la réalité de ce qu'il faudrait. Donc un pays comme la France, qui est vu de l'extérieur, peut sembler précurseur en la matière, mais en fait, on est complètement à côté de la plaque. Et puis surtout, on ne met pas en application et on ne se donne pas les moyens des lois qui sont votées. Donc, tu as toujours ce gap entre les discours et la communication politique et puis la réalité du terrain. Et parce qu'il n'y a pas les moyens aussi qui suivent. Il y a aussi ça qui rentre en considération. C'est-à-dire que, voilà, on a des jolis mots, mais quand il s'agit de mettre des budgets, de former des gens et puis de mettre en place une éducation à la sexualité digne de ce nom, ça ne suit pas. Il ne se passe rien. Et je pense qu'en Suisse, de ce que j'en connais, de ce que j'ai pu lire et étudier sur ce qui se passe en Suisse, vous êtes nettement en avance par rapport au niveau des institutions, j'entends. Donc, ce qui existe après en France, c'est des actions associatives, c'est-à-dire il y a des associations qui existent, où les ados, plutôt pour l'adolescence, vont pouvoir éventuellement aller prendre de l'information, mais ces informations-là, généralement, elles tournent souvent autour de ce qu'on appelle la prévention des grossesses non désirées, donc le fait de ne pas tomber enceinte pour les jeunes adolescentes, donc avec la contraception, tout l'accompagnement et les réponses aux questions autour de la contraception, qui est important, qui est indispensable. C'est un aspect. L'autre aspect, c'est la prévention ce qu'on appelle les infections sexuellement transmissibles. Donc pareil, c'est ce qu'on appelle la prévention des risques. Donc en gros, la sexualité, l'éducation qu'on donne aujourd'hui, c'est prévenir tous les dangers qu'il peut y avoir. Ce qu'il faut faire, mais pas que. C'est-à-dire qu'on n'a même pas, un adolescent n'aura même pas commencé sa vie sexuelle, de jeune adulte et d'adulte, qu'il est déjà au courant de tous les dangers, tous les risques qu'il peut y avoir. Et la problématique, c'est surtout, on n'a pas d'éducation à la notion de plaisir et à tout ce que ça peut avoir de bon, d'agréable, de positif, à l'importance du consentement, à l'importance du choix, à l'importance qu'il n'y a pas de normes en termes de vie sexuelle, et que cette vie sexuelle, dès lors qu'elle est entre adultes consentants, elle est juste la résultante d'un choix personnel. Le choix peut être aussi de ne pas en avoir. Il n'y a pas d'obligation. Il y a des courants d'ailleurs qu'on appelle la sexualité qui revendiquent aussi le fait que
c'est un choix, une orientation sexuelle que de ne pas avoir de sexualité. Et oui, ça peut être aussi un choix. Mais si on n'a pas cette éducation-là, on ne peut pas le faire. Et du coup, ça crée l'impression de ne pas être normal. Ça crée aussi le fait que le nombre de personnes que je peux avoir en consultation de jeunes adultes et puis d'adultes, parfois 40, 50 ans, qui vivent une sexualité souffrante, douloureuse, soit parce qu'il y a des douleurs physiques, on ne sait pas quoi en faire, les femmes qui ont mal au moment de la pénétration, pour qui la pénétration n'est pas possible, mais qui disent rien, parce qu'il faut qu'il y ait une pénétration absolument. C'est fou ce qu'on se fait subir en fait dans son corps. Et chez les hommes, c'est pareil, la pression qu'il peut y avoir autour du rapport à la performance, du plaisir de la femme, de l'érection, de l'éjaculation, enfin toutes ces notions-là, ça crée une source de tension qui est énorme, qui fait que de toute façon, c'est complexe et c'est un cheminement que d'être épanoui dans sa sexualité. Donc encore une fois, la solution pour ça, d'où le lien avec la notion de bonheur et d'épanouissement sexuel, c'est l'éducation. On est dans la merde. C'est pas plus compliqué que ça. C'est comme tout dans la vie. Si on ne s'éduque pas, si on ne s'informe pas, si on n'a pas un cheminement qui nous permet d'apprendre, en fait, on ne peut pas savoir. Sauf dans ce domaine-là. On devrait tout savoir, on devrait tous être au top sans avoir eu d'éducation digne de ce nom. Donc moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et si on ne l'a pas eu enfant, il n'est jamais trop tard pour l'avoir. Tout au long de notre vie, on peut s'éduquer. Moi, j'ai des personnes en consultation qui viennent à 75, 80, 85 ans et c'est génial. Enfin, je veux dire, l'épanouissement sexuel n'a pas d'âge et il commence à l'âge où on décide de le prendre en main pour soi et en tant qu'éducateur ou parent pour aider au mieux à l'éducation de nos enfants pour que de génération en génération, on gagne un petit peu de terrain. C'est un cheminement de longue haleine, mais qui est absolument indispensable pour les générations futures. Merci beaucoup, Clémence. C'est une belle conclusion. Et il n'y a que l'éducation qui va nous permettre de faire face à tous ces problèmes qu'on a aujourd'hui liés à la sexualité, à tous ces tabous autour de ça. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps. Et en tant que sexologue, je pense que tu as beaucoup à apporter, surtout à cette génération qui a pas eu l'opportunité d'avoir une bonne éducation et à travers ton métier, ils pourront réapprendre à se connaître et puis à être épanouis avec eux-mêmes et puis aider les gens autour d'eux. Alors, merci beaucoup pour cette interview et merci au public. Donc, les informations vont suivre. Et puis, je te remercie et puis je remercie toutes les personnes qui sont là, la technique et tout pour nous aider à véhiculer ce message tellement important pour notre humanité. Et je vous dis à bientôt.